Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de France Business TV. Nous sommes le lundi 30 novembre, il est 10 heures. Bienvenue sur votre émission qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique et bien sûr de toutes les belles idées. Au programme de ce jour, leadership au féminin, développement économique, relance, formation, autant de sujets que j'ai la chance de traiter avec mes trois invités du jour. Stéphanie Fortier, Operating Partner chez Syparex, Rachida Bellari, présidente de Women's Network chez Salesforce, et enfin Samira Djouadi, fondatrice déléguée générale de la fondation TF1. Pour commencer, Stéphanie Fortier, bienvenue. Merci. Alors Stéphanie, pensez-vous que la crise de la Covid-19 a-t-elle favorisé les femmes de manière générale ? Donc merci beaucoup Ali pour cette invitation à cette matinale. En effet, je pense que la crise a favorisé l'émergence d'un nouveau leadership au féminin, malgré une exposition toute particulière des femmes, et notamment durant ce premier confinement. Simone de Beauvoir l'avait dit, chaque crise amène une forme de résurgence de la précarité de la condition de la femme, une forme de régression de sa place dans la société. Et on l'aperçoit pendant ce premier confinement, les femmes ont été en première ligne. Les femmes ont les premières bénéficié du chômage partiel. Elles sont restées à la maison pour s'occuper de la famille, pour s'occuper des enfants qui n'allaient plus à l'école, je le rappelle. Et les femmes entrepreneurs également ont dû parfois arrêter leur prospection. Et donc ça a pu se ressentir dans leur quotidien, dans leurs activités. Tout à fait. Donc malgré ça, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'études d'ailleurs le montrent que les entreprises prônant la diversité ont de meilleurs résultats, ont de meilleures performances. Mais pour autant, il y a très très peu de femmes au sein des instances gouvernementales, au sein des instances de direction des entreprises. On voit les entreprises du CAC 40. Et elles ont de plus en plus de mal à accéder à ces postes clés. Donc il y a un certain nombre d'initiatives au niveau des politiques publiques, au niveau du gouvernement. Je vais citer par exemple Agnès Pannier-Runacher qui très récemment a lancé une initiative pour favoriser 1000 femmes référentes dans l'industrie pour qu'elles puissent accéder à ces postes clés et qui sont plus difficiles d'accès. Alors justement, Stéphanie Fortier, vous parlez d'accéder à des postes clés. Pourquoi justement a-t-on besoin d'aider les femmes à accéder à ces postes clés ? Alors, on a certainement besoin de les aider parce que les femmes, souvent, ont plus d'humilité. Elles vont avoir un manque de confiance en elles, criant, qui fait qu'elles ne vont pas accéder à un poste, là où peut-être qu'un homme, plus facilement, aura la possibilité de le faire. Donc, loin de tomber dans un féminisme primaire, attention, je ne suis pas féministe, je pense que les femmes ont un certain nombre de caractéristiques qui, dans une crise où on a besoin de transformation, on a besoin de faire bouger les lignes, vont leur permettre de réussir à faire ce changement, à opérer ce changement, et vont leur permettre vraiment d'être mieux valorisées qu'elles ne peuvent l'être au quotidien normalement. Donc effectivement, ce féminisme, je pourrais citer Hélène Bourboulou, qui est une femme administratrice judiciaire qui est valorisée en France, valorisée aux États-Unis, que nous avons eu la chance d'accueillir au sein d'HEC au féminin. Je fais partie du comité de pilotage d'HEC au féminin et nous avons la chance d'accueillir ces femmes, organiser un certain nombre d'événements pour justement mettre en avant ces femmes inspirantes. C'est quoi HEC au féminin, Stéphanie Fortier ? HEC, c'est une association d'HEC Alumni qui permet d'accompagner les femmes, qui permet de prôner cette diversité et les caractéristiques de femmes. Et nous avons d'ailleurs au sein de l'association un certain nombre d'hommes qui ont bien conscience que ces caractéristiques sont portées, l'idée par les femmes, mais qu'elles sont aussi portées par un certain nombre d'hommes et partagées par ces hommes. Donc en fait, pour revenir à Hélène Bourboulou, donc, elle dit « Quand je suis administratrice judiciaire, je ne suis pas femme, je suis toubib ». Et ça montre bien justement toutes ces caractéristiques que les femmes sont capables de mettre en avant pour assurer cette transformation. Parce que les femmes ont conscience de cette responsabilité qu'elles ont envers le monde. Elles ont conscience qu'elles doivent mettre leur force à disposition du monde pour faire bouger les lignes. Le philosophe Gandhi a dit « Soyez le changement que vous souhaitez pour le monde ». Et un autre philosophe, Florent Pagny, a dit dans l'une de ses chansons parce qu'elle porte le monde. Alors de manière un peu humoristique, c'est pour dire que la femme, c'est la fécondité, la femme porte la vie. Et la femme a cette conviction et cette capacité à faire bouger les lignes pour justement aller changer le monde.
Et j'ai aussi la chance de côtoyer une autre femme passionnante qui s'appelle Lila Clara Kessou, qui est auteure, metteur en scène. Elle travaille beaucoup dans la psychologie positive. Elle est également enseignante à Harvard, ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour les femmes qui sont victimes de violences, à la fois de la guerre ou d'autres types de violences, qui ont beaucoup souffert. Et elle a d'ailleurs été nominée Rising Talents du Women's Forum sur cette année 2020. Et elle oppose le monde d'après à un monde d'ensuite. Parce qu'en fait, cette révolution, ce changement est déjà en marche et les femmes ont besoin d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors merci pour ce beau témoignage justement sur la parité homme-femme et l'égalité femmes-hommes. Mais Stéphanie Fortier, selon vous, quelles sont les caractéristiques, puisqu'on parle de leadership, quelles sont les caractéristiques du leadership féminin aujourd'hui? Comment il se caractérise? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Quelles sont ces caractéristiques qui permettent de changer le monde? Les femmes ont cette capacité à avoir une forme de flexibilité, une adaptabilité. On parle aussi de couteau suisse. Une femme va pouvoir faire avancer un certain nombre de sujets en parallèle. On parle de la charge mentale de ces femmes qui sont mères de famille le matin pour réparer les enfants quand elles en ont pour aller à l'école, femmes d'entreprise, épouses, ménagères. Donc elles sont capables de faire avancer un certain nombre de projets et d'être successful finalement dans ces projets. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'empathie que les femmes ont la capacité à mettre au sein de leur leadership. Par empathie, j'entends la capacité à se mettre à la place d'eux, à ressentir comme, et donc à établir une forme de confiance avec les gens qui les entourent pour les inspirer. Je reciterai Lila Clara Kessou qui parle non pas de confiance, mais de déconstruction de la méfiance, parce qu'effectivement, la femme a besoin encore de mettre en place de montrer qu'elle peut le faire et dépasser justement ces résistances. Et puis, il y a un troisième concept que j'aime beaucoup, qui est la wholeness. La wholeness, c'est cette capacité, et c'est un triptyque en fait entre l'intégrité, la complétude, la plénitude et cette authenticité. Et la femme, dans son leadership, a cette capacité à mettre en place une forme d'authenticité qu'elle va pouvoir mettre en avant en étant elle-même, en étant soi. Et pour être soi, ça veut dire quelque part d'être en capacité de s'exposer et de mettre en avant une forme de vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'en étant soi, on va puiser dans ses émotions pour pouvoir faire bouger les lignes, justement. Un homme qui tape du poing sur la table, c'est un homme viril, c'est un homme charismatique. Une femme qui va taper du poing sur la table, quelque part, elle a du mal à se contrôler. C'est une femme qui ne maîtrise pas ses émotions. Et donc, on a vraiment besoin de dépasser ces a priori pour laisser une femme s'exprimer, parce que en puisant dans ses émotions, elle va puiser dans la source de la vie pour pouvoir justement faire bouger les lignes. Et je terminerai par une étude qui a été menée par Google dans les années 2014 en parlant de la sécurité psychologique. L'étude montrait que la plupart de leurs équipes qui acceptaient ces capacités aux gens d'être eux-mêmes au sein des équipes leur donnaient une performance supérieure. Donc les gens s'autorisent à puiser dans leurs émotions sans avoir cette peur d'être rejetés du groupe, parce qu'on les accepte comme ils sont, évidemment dans le respect des codes de l'entreprise et dans le respect de la philosophie même de l'entreprise et des codes, mais ça permet à ces équipes d'être plus performantes. Et donc aujourd'hui, on a ce devoir quelque part dans ce monde, dans cette crise, de faire bouger les choses, de transformer les choses, et donc on a ce devoir d'encourager cette audace au féminin, de pouvoir aller puiser l'énergie créatrice, cette énergie de vie pour faire bouger les choses et pour changer le monde, parce qu'on en a vraiment besoin. Stéphanie Fortier, merci pour ce beau témoignage. Alors, Rachida Bellari, est-ce que vous partagez ce témoignage, ce beau témoignage de Stéphanie Fortier? Et quel impact aujourd'hui pouvons-nous trouver entre le Covid-19 et l'engagement au leadership au sens féminin? Alors, en écoutant les propos de Stéphanie, j'ai envie de dire qu'il n'existe pas un leadership de genre, mais plutôt un leadership pluriel, avec bien sûr des caractéristiques plutôt féminines, hein. On l'a vu notamment dans la gestion de la crise, avec un leadership beaucoup plus bienveillant et à l'écoute des salariés. Je vais vous donner un petit exemple pour l'illustrer, hein. J'ai un congé maternité à gérer actuellement chez Salesforce avec une personne qui vient d'arriver.
Je me suis assurée que la charge de travail n'allait pas être trop importante pour gérer cette nouvelle façon de travailler en full télétravail. Parce qu'aujourd'hui, tous les salariés sont en télétravail chez Salesforce. Ils sont fermés jusqu'à la fin de la crise. Tout à fait. Et je me suis aussi assurée que la personne prenait bien en fait ce jour par semaine qui lui était attribué pendant le premier mois. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui caractérise finalement le leadership au féminin. Alors justement, vous parlez du congé maternité. Est-ce que votre entreprise a mis une attention particulière sur les congés Covid et pour les autres salariés? Alors, c'est un bon point. Donc, on a effectivement attribué des mesures supplémentaires. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est ressorti assez gagnant de cette gestion-là, de mon avis, de mon point de vue, c'est qu'on a su adapter le leadership, le management et les problématiques des employés au cas par cas. Tout à fait, parce que les jeunes parents n'avaient pas les mêmes problématiques que les célibataires, par exemple. Donc, c'est très important de pouvoir adapter en fonction des situations de chacun les mesures nécessaires. Merci pour ce premier témoignage. Alors, Samira Djodi, est-ce que vous partagez cette vision du leadership et pour vous, que représente-t-il au quotidien? Alors, pour moi, bien sûr que je partage. C'est difficile de ne pas partager ce point de vue. En même temps, effectivement, je trouve que la femme, je dirais qu'elle n'est pas toujours avenante, pas parce qu'elle n'a pas envie, parce que surtout, on a toujours envie d'être parfaite avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait que parfois, on passe à côté de pas mal d'opportunités, beaucoup de choses qui se présentent à nous, ne serait-ce que prendre la parole. Je vois nous à TF1, quand on cherche des experts féminins, quand on appelle une femme, elle te répond jamais oui tout de suite, elle te dit je vais réfléchir. Par contre, un homme, quand on l'appelle tout de suite, il te dit oui, même si il sait pas ce qu'il va raconter, il sait pas si c'est le bon candidat, mais il dit oui tout de suite. Donc ça, c'est vraiment des choses que nous, on doit travailler de manière à être légitime, effectivement, dans les situations qu'on nous propose, et puis surtout par rapport à une expérience qui existe, quoi. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, c'est que je pense qu'on veut tellement bien faire que parfois, on passe à côté de belles opportunités qui font, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est souvent couteau suisse parce que on a appris à faire plusieurs choses en même temps, et c'est ce qui a développé en nous aussi cette opportunité d'agir rapidement sur des actions qui nous ont été présentées. Moi, je vois par rapport au Covid, on a dû s'inventer, on a dû proposer des choses nouvelles, même si on ne savait pas faire, on y est allé. Parce qu'à un moment donné, on est aussi force de proposition. Alors, Samira Djodi, vous avez un parcours également très inspirant. Vous avez fondé cette fondation, vous êtes à la base de cette fondation de TF1. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'origine de la création de cette fondation et puis un petit peu de votre parcours pour celles et ceux qui nous regardent? Alors effectivement, j'ai fondé la fondation TF1 pour le groupe il y a maintenant 14 ans, avant de rentrer chez TF1. En 2007, c'est ça. Exactement, en 2007. Avant de rentrer chez TF1, j'étais professeur de sport en Seine-Saint-Denis, donc j'enseignais, j'adorais ça, puisque c'est ce qui m'a permis d'exister, le sport. Moi, je reconnais au sport ses valeurs et sa construction dans la vie d'après. Il n'y a pas que, je dirais, la notion de sportif de haut niveau. Et effectivement, après avoir enseigné, comme je suis quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, et qui je suis très entière avec ce que je porte, un jour j'ai fait le tour de l'enseignement et j'avais envie d'aider les autres, j'avais envie d'aider les jeunes, surtout les jeunes des quartiers, qui souvent en les entendant pensent que parce qu'on vit dans un quartier, on ne peut pas réussir, on n'a pas cette légitimité. Et un jour, j'ai tout quitté pour monter cette association qui s'appelle Sport ta vie, avec mon mari, une association qui a un jeu de mots, qui veut dire soyez aussi acteur de votre vie, on veut bien vous aider, mais montre-moi que tu es acteur, que tu as envie du changement, etc. Donc forcément, on a utilisé le sport, parce que pour moi, le sport, c'est fédérateur. C'est ce qui permet de vibrer, c'est ce qui permet à des filles et des garçons de crier dans un stade en regardant un match de foot. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la magie du sport. Et donc notre idée, c'était de dire, nous, on va faire rêver ces gamins, on va les emmener dans les grands événements sportifs, dans des Coupes du Monde, dans des Jeux Olympiques, et de leur dire, ça c'est la cerise du gâteau, mais le gâteau, il faut le construire. Et le gâteau, c'est vous qui allez nous dire comment ce projet va se construire. C'est votre identité qui doit se dégager au sein de ce projet.
Donc avec un apprentissage. Le premier projet que nous avons lancé, c'était en 2002 en Corée. Donc l'idée, c'était de dire, ben voilà, le voyage est dans un an, mais il faut construire la partie culturelle. Qu'est-ce qu'on va visiter quand on part dans un pays? La partie rencontre avec l'ambassadeur. Comment on s'exprime devant un ambassadeur? Quels sont les codes qu'on va mettre en place pour être accueilli par cet ambassadeur de France? Mais aussi l'apprentissage de la langue. Alors quand on dit à des jeunes de quartier, vous allez devoir apprendre le coréen pendant un an, alors qu'on nous dit tous que le français c'est limite, que l'anglais, alors on n'en parle même pas. Et ben là, j'ai en face de moi des jeunes qui commencent à trembler, qui commencent à me dire, mais madame, wesh, comment on va faire, quoi? Comment on va faire, madame? Je lui dis, mais vous inquiétez pas, on va être là pour vous accompagner. Et puis, quand on s'aperçoit qu'un an après, ces mêmes gamins ont appris le coréen parce qu'il y avait une dynamique, parce qu'on leur a fait confiance, parce qu'on leur a donné envie aussi d'exister au sein d'un projet, eh ben, la magie, elle a opéré, la magie a fait que ces gamins-là, aujourd'hui, ils avaient 12 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'ai toujours contact avec ceux qu'on a emmenés à Séoul. Et quand je leur parle de qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet, on me dit tout. C'est pas l'équipe de France qu'on est allé voir à Séoul, c'est les cours de coréen, quoi. Tu as réussi à les faire apprendre une langue qui était pour nous, mais aux antipodes de nos cultures. Et on s'est dit, bah, si on est capable d'apprendre le coréen, en fait, on est capable de faire plein de choses, quoi. Et donc, voilà. Et donc, j'ai créé cette association. Forcément, bah, il faut des sous. Et un de mes premiers partenaires, pour faire le lien avec TF1, bah, ça a été TF1 parce que je suis allée frapper à la porte du président. C'est là où les valeurs et je dirais la résistance du sport ont ressurgi en moi. Il ne savait pas que je faisais de l'endurance à l'époque. Donc j'ai appelé tous les jours. Je faisais du demi-fond exactement. Et en fait, j'ai appelé tous les jours son secrétariat, mais tous les jours à la même heure. Je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant c'était il y a 20 ans. Et j'appelais tous les jours le secrétariat en disant je vous appelle pour savoir quand est-ce qu'est mon rendez-vous avec le président, en étant sûr d'avoir un rendez-vous, bien entendu. Je vous parle d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas les portables, etc. Tout était compliqué. Et au bout de 6 mois, je finis par avoir un rendez-vous. Et là, je suis, j'en crois même plus mes yeux en me disant c'est pas possible. Et ben, je me démonte pas, je me présente au rendez-vous. Et là, il me met un coup de pression en regardant sa montre, en me disant madame, j'ai 5 minutes pour vous. Je lui dis, ça tombe bien, monsieur, j'en ai pas plus pour vous. Et là, il dit, c'est une dingue, c'est une folle que j'ai en face de moi. Et finalement, les 5 minutes se sont transformées en 1h30. Et le partenariat TF1 avec TF1 a démarré à ce moment-là. Et qui était le président? Patrick Lelay, paix en son âme, il est d'ailleurs mort cette année, pendant la première partie du confinement. Voilà, un homme extraordinaire qui a cru en moi. Et d'ailleurs, un jour, il m'a dit, Samira, tu sais pourquoi je t'aime bien? Je lui dis, non, Patrick, je sais pas. Il me dit, parce que tu as des coups, quoi. Ah ben voilà, excusez-moi pour cette vulgarité, mais c'était pour montrer le côté fort de la relation qu'il y avait une relation franche, une relation passionnante. Et est-ce que vous avez, Samira, tu as dit, des beaux exemples de ce que sont devenus ces enfants, que vous avez fait rêver justement dans ces... Exactement, donc une qui est d'ailleurs devenue professeure de communication dans un lycée en banlieue, qui voilà, aujourd'hui complètement épanouie, d'autres qui ont réussi sur d'autres métiers, dans la com, dans le marketing. Pas nécessairement le sport. Non, pas forcément dans le sport, mais et d'ailleurs, c'est pas ça que nous, on voulait transmettre. Ce qu'on voulait transmettre, c'était que à l'intérieur de eux se dégage quelque chose de positif et qui continue plus à dire parce qu'on vient d'un quartier, on n'a pas le droit de réussir. C'est pas vrai, ça c'est des choses qu'on a essayé d'ancrer dans les cerveaux de ces gamins-là, et puis parce que aussi dans leur entourage, il n'y avait pas d'exemple, hein. Donc leur réponse était presque justifiée. Après, c'était à nous, à travers ce type de projet, de casser ces mœurs et de leur dire non, si moi j'ai réussi, tu peux réussir aussi. Alors, recréer de l'espoir. Exactement. Une belle ambition. Stéphanie Fortier, le leadership au sein de... Oui, vous voulez réagir, excusez-moi. Oui, je voulais réagir parce que j'ai beaucoup aimé votre histoire, Samira. Il y a un mot que je retiens, c'est oser. Je pense que ça a été la clé finalement de toute une succession de réussites chez vous. Et pour revenir un petit peu sur l'impact du Covid chez nous, je me souviens encore il y a quelques mois, hein, quand on était dans les premiers jours de confinement, avoir une réunion avec donc l'exec sponsor du réseau Women's Network chez Salesforce qui me dit on y va, on fonce. Il fallait que je prenne du recul et que je me dise comment je vais pouvoir réinventer en fait finalement l'animation d'un réseau qui était à la base essentiellement en physique. Les gens venaient pour réseauter, pour se rencontrer.
Et donc tout cet exercice que j'ai dû appliquer, il a été déclenché par finalement cette ligne conductrice, hein, il faut oser. Et je me rends compte d'une chose maintenant, après quelques mois maintenant, hein, finalement, que les femmes ont beaucoup plus tiré parti de cette crise-là. Ce sont celles qui se sont beaucoup plus adaptées, je le disais tout à l'heure, mais ce sont aussi elles qui ont le plus bénéficié de ce changement de conditions de travail. Hein. Aujourd'hui, elles sont chez elles se forment beaucoup plus. Donc, on a nos plateformes en ligne, on le note, on le voit, elles se sont beaucoup plus inscrites au programme de mentoring. Les femmes leaders ont pris le temps de s'inscrire aussi et d'entrer dans des cursus dédiés au leadership. Donc ça, c'est toute cette effervescence qu'on a vue. Et je trouve du coup qui m'encourage à penser que l'avenir est encore devant nous et que l'égalité homme-femme se rapproche de plus en plus. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a dit, que je viens de dénoncer pour les formations. Et j'ai vu aussi que finalement, les femmes se sont retrouvées aussi beaucoup plus à l'aise, étant donné que tout est digital maintenant. Je voyais beaucoup de problèmes de femmes qui se plaignaient un petit peu, d'avoir des managers, des collègues hommes beaucoup plus âgés, donc avec une autorité un petit peu intergénérationnelle, et des exemples hein, qu'on a peut-être tous en tête. Hein, tu peux prendre le plateau, alors vas-y, ouvre ta présentation, on t'écoute. Bah, maintenant, c'est plus possible tout ça à distance. Et du coup, les femmes prennent beaucoup plus confiance en elles et osent aller vers des postes de manager, osent aller vers du leadership. Et je trouve ça plutôt encourageant. Voilà. Rachida Bellary, on parlait de cette énergie, de cet engagement. Vous êtes aussi une grande sportive comme Samira Djouadi. Vous faisiez partie de l'équipe de France junior d'athlétisme, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Est-ce que vous ne croyez pas que cette énergie est un petit peu liée au sport, justement, comme le disait Samira Djouadi? Stéphanie Fortier est aussi championne de France de paddock, on dit paddock, hein, paddock polo. Paddock polo, donc on a 3 grandes sportives, 3 grandes figures du leadership, mais aussi 3 grandes sportives. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vient aussi du sport, en fait, cette énergie? En partie, oui. Parce que le sport nous a quand même largement développé notre résilience et notre esprit d'équipe. Hein. Je pense plutôt à l'équipe. Avant de penser à moi, je pense à une équipe gagnante, au collectif. Donc c'est très important aussi hein, pour emmener en fait les collaborateurs vers le haut. Il ne faut pas être individualiste. Il faut savoir écouter et utiliser les forces des uns et des autres pour du collectif. Donc ça, c'est effectivement ce que j'en ai tiré. Et puis après, j'ai cette énergie, voilà, n'en plus finir. Et donc j'en suis très flattée. Ça se ressent aussi dans mon travail auprès de mes équipes et Stéphanie Fortier, vous partagez cette analyse, cette énergie sur le sport? Oui, tout à fait. Cette résilience via le sport, cette force d'oser, cette canalisation des énergies qui permet d'aller plus loin, plus fort, plus haut, plus vite. Et ce dépassement de soi, en fait, qui est au cœur des valeurs du sport, donc je partage complètement. Je partage aussi complètement ce que vous avez dit, Samira, qui fait complètement écho hein, sur ces éléments autour de la problème de légitimité des femmes, que Rachida, vous montriez qu'effectivement les femmes arrivent à dépasser, peut-être grâce à cette distance qui leur permet de reprendre confiance en elles. C'est vrai que ce syndrome d'imposture, c'est quelque chose au sein d'HEC au féminin qu'on retrouve énormément au sein des jeunes femmes qu'on accompagne au quotidien. Et ça demande un vrai coaching, parce qu'effectivement, une femme, avant de dire oui, ce que vous disiez tout à l'heure, elle va réfléchir 3 fois en se disant non, je suis pas à la hauteur. Un homme, il n'a pas besoin de maîtriser 80% du poste pour postuler. Donc les femmes aujourd'hui doivent prendre cette conscience que c'est cette énergie qu'elles ont en elles, qu'elles vont canaliser, qui va leur permettre de réussir, et en osant, effectivement, qui est le maître mot. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors Stéphanie Fortier, vous êtes aussi operating partner, on en parlait tout à l'heure, chez Ciparex. C'est donc un fonds d'investissement. Le rôle de Ciparex dans la gestion de cette crise, pour le soutien des entreprises, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Alors, chez Ciparex, on a pris conscience de ce niveau de responsabilité qu'on avait en tant que fonds d'investissement
pour pouvoir accompagner nos entreprises avec toute cette dimension que notre président Bertrand Rambaud rappelle lorsqu'il fait des communiqués sur l'importance de l'aspect extra-financier pour évaluer une performance d'entreprise. Et donc au quotidien, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur du fonds d'investissement d'intégrer tous ces éléments dans l'évaluation et pour accompagner nos entrepreneurs dans leur performance grâce à ces éléments d'impact. Au sein de l'operating team, donc en tant qu'operating partner, c'est ce que je fais au quotidien. Accompagner nos dirigeants dans l'accélération, la transformation de leurs entreprises, en intégrant justement ces leviers extra-financiers qui favorisent la logique et la réussite économique de leur entreprise. Parce que ce ne sont pas deux choses séparées. C'est bien une chose qui va dans le même sens et qui permet justement de performer. Le fait qu'une entreprise, je vais prendre également un exemple d'une entreprise qu'on accompagne, qui a vraiment, qui est dans le transport routier et qui a une population de chauffeurs routiers qui ont besoin aussi d'être fiers de leur entreprise, qui ont besoin de ce sens. Savoir que leur entreprise s'implique dans le changement du monde et faire de lance de ce changement parce qu'elle va changer, parce qu'elle est leader aujourd'hui de la flotte française en termes de décarbonation, avec justement une flotte qui consomme moins, une flotte de camions, avec un élément et l'accent mis sur le bien-être de ses salariés, parce qu'être chauffeur routier c'est dur aujourd'hui, c'est aussi très important, et également avoir des chauffeuses, des femmes, qui est très masculin. Voilà, et des femmes qui se battent au quotidien pour prendre leur place et qui vont pouvoir être chauffeurs routiers. D'ailleurs, il y a aussi tout un engagement au sein de populations plus fragiles, des reconversions professionnelles. Ils financent une académie de formation pour aider les jeunes, pour aider à passer des permis de conduire, pour pouvoir justement les intégrer dans leur entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on a à cœur et qu'on diffuse. Alors j'ai pris un exemple des sociétés que j'accompagne, mais c'est très important. Et on a 3 critères très importants, qui est le partage de la valeur, la décarbonation et la mixité. Et cette mixité, effectivement, on y revient. Donc, aussi au niveau du handicap, j'imagine, pas que. Oui, il y a d'autres sujets et aussi au sein de CIPAREX, on est en train de monter une fondation qui justement va investir pour aider des populations plus fragiles. Et donc ça, c'est quelque part, c'est un 3e niveau d'intervention qui est très cher au sein du fonds. Au-delà de tout l'aspect, là où il y a l'argent et il y a le pouvoir, oui, mais pas que, en fait. C'est aussi dans les actes et dans ce qu'on va pouvoir faire pour nos entreprises. Vous aidez les entreprises, vous aidez les jeunes. Alors justement, Samira Djodi, on parle de jeunes, on parle de Tous en stage. C'est quoi Tous en stage? Alors Tous en stage, c'est quoi? Tous en stage, c'est une association aujourd'hui d'entreprises. Donc tous les adhérents de cette association sont des entreprises, des collectivités, des associations qui ont fait le choix d'accompagner des jeunes issus des quartiers politiques de la ville dans le cadre du stage qu'on appelle le stage de 3e, qui est le stage de découverte. Donc il y a 6 ans, je réunis 5-6 grosses boîtes autour d'une table et je leur pose une seule question. Je leur dis, est-ce que chacun peut m'expliquer pourquoi aujourd'hui vous n'accueillez pas des jeunes qui viennent des quartiers dans le cadre du stage de 3e? Donc tous m'ont répondu un peu ce que j'attendais, c'est nous aujourd'hui on ne sait pas comment faire, aujourd'hui ce sont plutôt les enfants des collaborateurs ou de nos clients, mais quand bien même on les prend, de toute façon on demande aux parents de s'en occuper, nous on signe la convention, en clair on n'est pas outillés. Donc là, après avoir entendu ça, donc moi ce qui m'a rassurée, c'est qu'en face de moi j'avais quand même des entreprises qui avaient envie mais qui ne savaient pas faire. Donc là, je leur propose un concept, je leur dis, écoutez, j'ai une idée, on peut l'essayer ensemble, parce que voilà, moi j'aime partager les projets. À un moment donné, quand on a des projets qui fonctionnent dans nos entreprises, on doit être capable de pouvoir les partager. Si ça nous sert, ça servira forcément à d'autres boîtes. Et l'idée, c'était de leur dire, voilà, j'ai compris, de toute façon, on sait tous que le stage de 3e, ça gonfle tout le monde, le gamin, on ne sait plus quoi lui faire faire au bout du 3e jour. Donc, autant prendre les choses en main, créer quelque chose de clair, de fluide, à la fois pour nous, entreprises, mais aussi pour les jeunes, parce qu'il faut que ça reste quand même un stage de qualité. C'est là où je propose un stage collectif. Donc, collectif, ça veut dire quoi? C'est que le collège va nous sélectionner une 20aine d'élèves sur les critères qu'ils désirent. Et nous, les gamins, vont aller
tous les jours, vont changer d'entreprise. Donc, pour te donner un exemple, le lundi, ils vont dans une entreprise, le mardi dans une autre, le mercredi dans une autre, le jeudi aussi, et le vendredi, ils retournent dans l'entreprise du lundi. Et là, on va les coacher, on va les répartir en 4 groupes, et chaque groupe vont nous faire une restitution d'une des journées de la semaine. Donc, ce qui va permettre, voilà, exactement, ce qui va leur permettre de s'exercer à la prise de parole, hein, parce que la prise de parole est très importante. Et puis surtout parce que c'est une épreuve qu'ils ont au sein du brevet des collèges. Donc voilà, tout son stage a permis de réunir aujourd'hui 150 entreprises en 6 ans. On est partout en France parce que forcément on s'est développé grâce aux boîtes, parce que celles qui ont des sièges sur Paris ont forcément des filiales un peu partout en province, et donc elles ont justement exporté tout son stage, ce qui fait qu'aujourd'hui on est un peu partout, et on a pu organiser l'année dernière sur l'année scolaire 200 semaines comme ça partout en France, et qui a permis à peu près à 350 bénéficiaires issus des quartiers populaires de profiter d'un stage comme tout son stage. Alors, très grosse initiative nationale. Vous les aidez aussi à découvrir des nouveaux métiers, les orienter? Exactement. L'idée, c'est de découvrir un maximum de métiers, des métiers de demain surtout, parce que c'est l'ère du numérique, hein, c'est la génération qui, en plus, manipule très très bien ses réseaux, etc. Donc, ce qu'on demande aux entreprises, c'est bien entendu parler entreprises, mais surtout parler des métiers qui sont les métiers de demain, les métiers que ces jeunes vont pouvoir demain exercer quand ils seront en fin de parcours scolaire, etc. Et puis de découvrir l'entreprise différemment, quoi. Vraiment, et leur donner accès, quoi. Parce que souvent, ce sont des jeunes qui sont issus des quartiers qui n'ont pas accès à ces grandes entreprises et petites, puisque c'est pas un projet de grosse boîte, hein, c'est toutes les entreprises, bien sûr, sont les bienvenues dans ce programme-là, mais les jeunes sont souvent, quand on fait ce stage de 3e, d'ailleurs, je le dis souvent, ils sont condamnés à ce que j'appelle le stage kebab. Le stage kebab, c'est quoi? C'est le stage de proximité. C'est la pharmacie, c'est la boulangerie, c'est le kebab d'à côté, parce que c'est une population qui a du mal à sortir de son territoire. Et donc nous, avec ce concept, on les force à sortir, et en plus on leur facilite pas la tâche, puisque sur les 4 journées, c'est 4 adresses différentes. Ça peut être même 4 départements différents. Donc vraiment, on y est allé fort. Et aujourd'hui, on voit bien que grâce à un concept comme ça, ça change la donne aussi, quoi. Merci Samira Djodi. Alors Rachida, le combat de Samira, un combat social, un combat engagé avec les jeunes, les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau Women's Network de Salesforce? Tout à fait. Alors, le réseau Women's Network est un réseau professionnel qui a pour objectif l'inclusion et l'égalité des femmes et des hommes. Alors, vous le savez, le chemin est encore long en matière d'égalité hommes-femmes, hein, spécialement dans la tech, hein, puisqu'aujourd'hui, 28% des femmes sont employées sur des métiers numériques contre 48% dans les autres secteurs d'activité. Donc, selon des études du ministère des Finances et de l'Économie. C'est lié à quoi, justement, Rachida Bellamy, ces différences de chiffres? Alors, plusieurs facteurs. Déjà, on se rend compte que les chiffres sont de plus en plus alarmants. Nous avons moins de jeunes diplômés dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est déjà la base, hein. Donc souvent, moi, j'entends des managers qui me disent j'aimerais bien avoir plus de femmes. Comment je fais pour en avoir plus s'il n'y en a déjà pas assez qui sortent diplômés des études d'ingénieur. Donc ça, c'est le premier constat. Et ensuite, le deuxième constat, c'est que les femmes qui arrivent en entreprise, il faut les développer, il faut leur donner un petit coup de pulsion pour les aider à oser, à affirmer, à aller vers des postes de leadership. Donc, c'est toute cette partie-là, développement des talents. Et puis après, les femmes, il faut aussi être capable de les garder et s'assurer qu'en matière de salaire, elles vont avoir des salaires équitables à ceux des hommes, par exemple. Donc, c'est un des critères, mais il y en a plein d'autres. Voilà, donc ça, c'est juste des critères que j'ai en tête. Mais après, ils vont être propres à chaque entreprise, bien sûr. Donc moi, je m'occupe plutôt du réseau dans le cadre professionnel chez Salesforce. Et donc le constat de manière générale sur les emplois du numérique, hein, je vous le disais, 28% des emplois numériques dans la tech. Chez Salesforce, la première chose que j'ai faite en prenant la responsabilité du réseau, c'est d'abord d'avoir un angle de vue par les chiffres. Donc très important. Parce que sinon, voilà, on ne va pas pouvoir mener des actions si on n'a pas une clarté sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas embaucher plus de femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles ne se présentent pas
Parce qu'elles ne postulent pas, parce qu'on les perd dans le process de recrutement. Ensuite, quand elles arrivent chez Salesforce, pourquoi est-ce qu'elles nous quittent trop vite? Donc, il faut analyser les données. Donc, tout ce constat-là, c'est ce que j'ai fait en commençant. Et après, fort de ces datas, j'ai construit une feuille de route avec 3 axes, sur 3 axes. Donc, le premier, c'est un axe de bienveillance. Donc, très important pour moi, c'est la base, c'est de s'assurer que les collaborateurs se respectent entre eux. Donc, ça passe par des formations auprès des équipes de managers, auprès des employeurs. On a aussi cette égalité des salaires qui a été imposée par le comité de direction. Donc, ça aussi, c'est très important, qui est réévalué chaque année parce qu'on se rend compte qu'il y a des écarts qui se creusent, par exemple. Tout à fait, exactement. Et puis, c'est aussi des actions très innovantes. On a donc mis en place un congé parental pour tous, pour les hommes et pour les femmes. Donc ça, c'est l'axe de bienveillance. L'axe ensuite, numéro 2, c'est donc le développement des talents. Donc ça passe aussi par l'attractivité, le développement des talents et comment je fais en sorte de les former, de mettre en place des sessions de coaching, de mentoring, etc. Et de les suivre, ces femmes-là. Et puis après, le troisième axe, c'est comment nous, acteurs de la tech, on va avoir un rôle d'ambassadeur et on va être capable finalement d'aller aider auprès des associations, donc dans l'éducation ou auprès des associations comme, je ne vais pas en citer, donc j'en aurai tellement, mais on travaille beaucoup avec Emma pour la partie éducation, Social Builder pour la reconversion des femmes, etc. Il faut savoir que chez Salesforce, chaque employé contribue fortement aux activités de fondation, puisqu'on peut y passer, y dédier, voilà le mot que je cherchais, 7 jours par an. Donc vous faites du coaching. Est-ce que vous travaillez avec la Fondation TF1? Justement, donc je venais d'apprendre, je découvre aussi la Fondation TF1. J'ai beaucoup apprécié en fait l'action et l'association autour des stages de 3e. Donc nous aussi, on est parti en fait sur cette ambition d'aller aider des collèges en ZEB. Donc, on est parti plutôt par les contacts qu'on avait. Donc, on aide donc un collège du 91. Donc, on prend une classe tous les ans pour les aider et les embarquer sur un stage de 3e. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre une session pour les enfants d'employés, collaborateurs, amis, etc. Et on a aussi une session, on mélange en fait ces 2 groupes et on les fait, on leur programme un certain nombre d'interviews, de présentations, etc. tout au long de la semaine. Mais voilà, si on pouvait scaler encore plus, pourquoi pas. Et donc, je serais ravie de pouvoir prendre contact juste après avec Samira. Justement, une question, Samira Joly, sur les entreprises. Est-ce qu'elles jouent le jeu, ces entreprises, par rapport à ces jeunes? Est-ce qu'elles sont satisfaites? Et est-ce qu'elles continuent, elles recommencent chaque année? Alors oui, bien sûr. En tout cas, celles qui s'engagent à travers tous en stage, bien entendu, c'est des entreprises qui sont engagées d'abord au sein de leur propre boîte dans le cadre de leurs engagements RSE et puis aussi avec le pacte aussi qui avait été mis en place par notre président de la République. Donc ce sont effectivement des entreprises engagées qui continuent et qui en demandent. D'ailleurs, moi ma crainte c'était pendant le confinement, quand les stages se sont arrêtés au mois de mars, je me suis dit, les entreprises vont me dire, Samira, on a d'autres préoccupations, déjà on gère nos salariés, c'est déjà pas mal. Quand j'ai fait le tour des boîtes, quand je les ai appelées pour savoir un peu comment elles avaient continué à se positionner à travers les stages, toutes m'ont dit, nous, Samira, on va continuer à nous engager parce que c'est un vrai engagement de notre entreprise. Par contre, forcément, avec le présentiel, ça va être compliqué parce que la plupart de nos salariés sont en télétravail. C'est là où moi, j'ai créé Tous en stage digital pendant le premier confinement, où je leur ai dit, attendez, stop, on va faire la même chose en digital. Donc, on va adapter notre programme. Donc, ça avait eu un succès de dingue pendant le premier confinement, à tel point que les boîtes m'ont dit, Samira, comment on fait pour continuer à la rentrée? Donc, on a continué. Du coup, j'ai dit aux boîtes, celles qui veulent faire du présentiel, continuent à faire du présentiel. Celles qui ne peuvent pas, parce que leurs collaborateurs sont en télétravail, qu'elles continuent, mais en digital. Bon, résultat des courses, on est à 100% en digital en ce moment, et c'est un succès de dingue, parce que du coup, il y a des vertus dans le numérique qu'on ne retrouve pas dans le présentiel. Donc voilà, c'est comment on s'adapte, comment effectivement l'engagement des boîtes est encore plus important que jamais, surtout pendant cette période-là en plus.
Dernière question, la typologie de ces entreprises, c'est plutôt des grands groupes, ce sont des PME? Non, on a toutes les tailles. On a des petites startups, des entrepreneurs, des PME, des TPE, des grands groupes, etc. Des associations, des collectivités aussi, qu'on engage, qu'on leur dit, c'est important d'expliquer aussi aux jeunes comment fonctionne une mairie, quoi, le maire et tous les gens, tous les services avec qui il va collaborer, etc. Donc c'est vraiment toutes les structures où on parle métier, tout simplement, quoi. Merci Samira Djouadi. L'émission arrive à sa fin. On ne partira pas sans le mot de la fin. J'aimerais que chacune me donne un peu ses ambitions sur l'année à venir. On arrive en fin d'année. Vos ambitions pour l'année 2021, Stéphanie Fortier. Alors, d'un point de vue professionnel chez Syparex, on va lancer la fondation. Donc, on est en train de regarder les dossiers. Donc, pour rebondir sur cette dimension un peu sociale dont vous parliez, mesdames. Donc, on est en train de faire ça et on va lancer les associations là-dessus en début d'année. D'un point de vue de l'operating team, on va continuer à développer les thématiques. Vous parliez tout à l'heure de la Corée, Samira. Moi, j'accompagne les entreprises de chez Syparex pour leur développement à l'international. Hein, l'international qui est aussi un gros amortisseur au niveau de la crise. Donc, les entreprises ont besoin de continuer à faire de l'international, en faire différemment, hein, parce que ça, il y a des nouveaux enjeux, des nouveaux défis qui sont mis en place, mais également sur toute la dimension digitalisation, sur la performance commerciale, sur cet aspect impact, bien évidemment, et également d'un point de vue donc plus et puis sur la partie aussi RH gouvernance, hein, puisqu'on a de plus en plus d'administratrices aussi qu'on intègre au sein de nos entreprises, hein, avec justement faire attention à bien féminiser les comités de direction, qui est quelque chose de très important. Et puis d'un point de vue associatif, finalement on va repartir. Il y a un rebond qui est important sur 2021. Il y a eu quand même un petit peu de casse sur cette année. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se retrouvent sans travail. Et je pense que ça fait partie aussi de ce leadership au féminin, d'aider les gens, de s'ouvrir, d'être dans cette dimension d'entraide et de pouvoir aider les gens à retrouver un travail, donc faire passer les CV. Au sein d'HEC au féminin, on accompagne aussi beaucoup sur ces aspects-là, avec des ateliers, aider les jeunes femmes à se reformer, à repartir vers de nouvelles aventures. Donc 2021, je pense que ce sera une très belle année de rebond. On y croit, il faut bien se préparer et il y a de très belles histoires à continuer à raconter. De belles histoires. Rachida Bellarine, vraiment pour l'année 2021. Alors moi j'ai envie de vous dire que pour moi donc l'égalité homme-femme c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant sur la présidence du groupe Women's at Work, c'est de nommer un allié homme et je me rends compte que ça a été très bénéfique. Il a pu en fait nous aider à ramener des hommes dans le groupe, dans nos différentes sessions de coaching, d'animation, etc. Et aussi dans les groupes de travail. Donc ça, c'est très important et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, donc continuer à développer un réseau mixte. Le deuxième, c'est continuer à structurer. Donc c'est une chose qu'on nous dit souvent quand on partage un petit peu les bonnes pratiques, c'est structurer et mesurer et travailler sur des objectifs qui sont atteignables. Donc en 2021, je vais plutôt poursuivre, on va dire, ma feuille de route avec toujours cette ambition que j'ai inscrite dès le début de ma présentation chez Salesforce en interne, c'est d'avoir 50% de femmes leaders. Voilà. Bel objectif, merci Rachida. Samira Djouadi, je finis par vous. Alors nous, moi j'ai déjà lancé un nouveau projet d'ailleurs le 20 novembre, donc c'est tout récent. Avec une des filiales de notre groupe qui est un label de musique parce que en fait pendant le premier confinement le PDG de cette filiale m'appelle en me disant Samira, on aimerait faire quelque chose pour les associations qui œuvrent dans les quartiers. On voit que c'est très compliqué, on voit qu'il y a des familles qui ont du mal à se nourrir et on voit surtout la mobilisation de toutes ces associations qui œuvrent pour toutes ces personnes. Et donc on a fait appel à des artistes urbains qui sont pour beaucoup issus de ces quartiers et on leur a demandé de nous écrire une chanson, de l'enregistrer et que les bénéfices de cette chanson iraient
pour 10 associations que la Fondation TF1 a sélectionnées, qui représentent la France entière, puisque j'ai choisi une association sur Le Havre, une autre sur Nancy, une sur Vichy, une sur Lyon, une sur Grenoble, 2 à Marseille, 2 en Île-de-France et une sur l'Outre-mer en Martinique. Et donc, depuis le 20 novembre, cette chanson est sortie. Donc, 4 artistes qui sont Soulkin, Attic, Imenes et Dajou qui ont été à l'œuvre de cette chanson et qui cartonnent, puisqu'aujourd'hui, on est à 5 millions de vues sur YouTube. Bravo. Et donc, je suis ravie parce que voilà, c'est un projet avec des collaborateurs du groupe et des producteurs. Et on souhaite un grand succès à ce projet sur 2021, puisqu'on souhaite faire un album avec d'autres artistes. Et tout ça, je dirais, c'est le Covid qui l'a apporté, quoi, au final. Hein. C'est aussi les vertus, c'est ce que je dis souvent. Oui, c'est difficile. Oui, on a vécu des moments très difficiles, à la fois personnels, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi il y a eu des choses extraordinaires sur le plan humain qui sont sorties de ce Covid, qu'il ne faut pas ignorer et que je pense voilà, peuvent nous apporter une autre vision de la vie dans les années à venir. Merci Samira Djouadi. Merci à tous. On ne pouvait finir cette émission sans un clin d'œil à Diego Maradona, puisqu'on parlait de sport. Notre bien-aimé Diego Maradona, voilà, pense à sa famille, un grand joueur de foot. Je vous dis merci. On a parlé avec 3 femmes innovantes, passionnantes et qui ont du leadership. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'innovation, l'économie et les belles initiatives en France. À bientôt.